Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure que vous allez nous suivre chez vous à la maison. Bienvenue à cette émission spéciale Fait d'actu avec un invité avec moi aujourd'hui. Il s'agit de Madame Jovi. C'est avec lui que nous allons parler de tout ce qui est actualité ici en République démocratique du Congo. Vous connaissez, l'actualité reste dominée par les élections, bien sûr avec la mort inopinée de l'honorable député Chéribin Okende, membre du parti Ensemble. Nous allons essayer aussi de parler du social des Congolais actuellement avec les prix des dollars, avec les phénomènes kidnapping. Lui, en tant que quinoise, mais aussi politique, elle va nous donner son point de vue par rapport à ces différents sujets d'actualité. Beauté, maman, Madame Jovi. Bonjour monsieur le journaliste. Vous allez bien? Ouais, très en forme. J'ai envie qu'on commence d'abord avec cette triste nouvelle concernant la mort du député Chéribin Okende Ouazala qui membre et parti ensemble à Koufaki Naba. Circonstances autres tragiques jusqu'à maintenant, le service de sécurité n'a pas décidé dans nos circonstances réelles, il y a mort, on a été, vous étant un politique et puis congolaise, quelle est votre lecture par rapport à ce qui est arrivé à ces députés? Bon, monsieur le journaliste, je vais d'abord de présenter mes condoléances à la famille du défunt. Monsieur l'honorable Chéribin, qui n'en était pas n'importe qui dans ces pays, donc il représentait beaucoup pour les Quinois. Donc malheureusement, il a été abattu, éliminé de sang-froid par de criminels, donc des éléments qui ne sont jusque-là non identifiés. Donc c'est vraiment une triste nouvelle. Et nous demandons que nos autorités puissent vraiment appréhender les auteurs de ces actes ignobles. En tout cas, nous sommes toutes nos compassions à la famille Chéribin Okende. Donc vivement que cette enquête puisse arriver à bout pour qu'enfin nous puissions connaître le coupable. Le coupable, mais beaucoup de gens, il y a des langues qui se délient au cours de sa mort. On parle d'une mort politique qui serait derrière cette mort, plutôt on parle des politiciens qui seraient derrière sa mort, mais aussi on parle du côté de sa famille politique, d'autres personnes parlent de la famille politique du chef de l'État. Comment voyez-vous ces polémiques d'abord autour de sa mort, même si jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas connu encore la réalité concernant sa mort? Bon, en fait, l'enquête est encore en cours, donc il ne serait vraiment, ça ne sera pas une bonne chose d'entrer en profondeur, d'autant plus que nous n'avons pas les éléments qui peuvent nous conduire à avoir des conclusions aussi actives. Mais en tant qu'intellectuel, nous allons essayer un peu d'analyser, monsieur le journaliste, pourquoi la mort de monsieur Chéribin Okende profiterait au pouvoir. Il représentait quelle menace pour Fachi pour qu'on puisse arriver jusqu'à éliminer M. De d'autre part, parce qu'il a suivi le mot d'ordre de son président, il a quitté le gouvernement. Mais oui, il a quitté le gouvernement, mais il a été remplacé. M. Chéribin Okende pour le pouvoir ne représente aucune menace. Et Fachi n'avait pas besoin d'éliminer M. Okende pour sa réélection. Non, donc je pense que non, sa mort est ailleurs. En tout cas, il ne faudrait pas chercher du côté du pouvoir. Parce que son crime n'allait pas profiter aux personnes du pouvoir. Et comme nous prenons dans l'opposition, bon, il est vrai que non, à un moment donné, dans ces derniers instants de vie, il était, entre guillemets, en conflit avec ses homologues, ses collègues de l'opposition. Mais est-ce que ça irait jusqu'à vouloir sa mort? Prochaine marque, là, il faut se poser des questions. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, l'enquête est en cours. Laissons tout entre les mains de la justice et que toute la lumière soit faite autour de cette affaire, parce que c'est un honorable comme M. Chéribin qu'on a émis à mort de cette façon. Qu'en est-il pour le peuple moyen? En tout cas, vivement que la lumière soit faite. Que la lumière soit faite. On rappelle que l'honorable Chéribin Okende a été enlevé d'abord de sa voiture, là où il s'est trouvé, selon les informations, à la Cour constitutionnelle. Et puis, il a été retrouvé mort, si on peut dire, 24 heures après. Aujourd'hui, quand vous voyez toutes ces circonstances, vous ne voyez pas que c'est le mode opératoire de ce qu'on dit aujourd'hui et ce qui se passe aujourd'hui dans la vie profonde de Kinshasa avec le phénomène kidnapping. Bon, à l'égard de preuves, on peut dire que non, la mort de monsieur, en fait, des circonstances de sa mort, oui. La scène des crimes, normalement, a été maquillée. Oui.
les preuves nous démontrent bel et bien que non, M. Chéribon Okenda a été tué ailleurs. Et que non, il a été déposé là juste pour brouiller les pistes. Vous comprenez? Mais quant à savoir si vraiment cette affaire est liée au phénomène de kidnapping qui sévit à Kinshasa depuis peu, ça, il faut encore se poser des questions. Parce que c'est la justice qui va nous éclairer. Mais je doute fort aussi que non, ça soit le cas. Parce que monsieur, il avait des gardes-corps, monsieur Ocheribe, il avait des gardes-corps à sa disposition. Normalement, on devait se diriger vers toutes ces personnes-là qui étaient autour de lui au moment de sa mort. Vous voyez, parce qu'on ne peut pas prendre un honorable comme ça et les tuer comme... Mais selon les témoignages, il s'est dit qu'il aurait envoyé son garde du corps et puis son chauffeur aller à la cour constitutionnelle pour aller déposer un dossier. Et puis après, il a été... Ceux qui ont voulu sa mort ont prémédité tout jusqu'au moindre détail. Ils savaient que non, M. Chéribin s'est rendu à la cour constitutionnelle parce qu'il a été convoqué. Et maintenant, là, ils se sont dit, ces criminels, entre guillemets, ils se sont dit, on va maintenant faire porter les chapeaux à la Cour constitutionnelle aux personnes qui l'ont convoqué, de façon à ce qu'eux puissent s'échapper entre le mailles de filet et que non, le piste soit brouillé. Mais comme je vous ai dit, que la justice vraiment arrête la complaisance. Il faut vraiment que ces choses s'arrêtent. Il faut vraiment qu'ils s'attellent là-dessus pour que ces choses ne se répètent plus, ces genres de choses ne puissent plus se répéter. Et puis par rapport, je crois, peut-être ça sera parmi les derniers éléments par rapport à la mort de Chéribon Okende. On a vu même à l'extérieur des pays des réactions. On a suivi même le gouvernement rwandais qui avait publié un communiqué récemment où ils ont regretté sa mort. Mais ils ont promis qu'à l'aide de leurs satellites qui surveillent toute l'Afrique centrale, ils auraient des éléments, tous les éléments, des preuves concernant la mort de Chéribon Okende. D'abord, vous croyez à la sincérité du Rwanda en ce qui concerne la mort de l'opposant congolais? Bon, moi je pense que le Rwanda n'a pas à s'immiscer aux affaires de la République démocratique du Congo. Nous sommes un État démocratique, nous décidons sur le sort de notre pays. Ce n'est pas au Rwanda ou à un autre pays de nous venir en rescousse, à moins que nous puissions demander de l'aide. Mais jusque-là, je pense que nous avons une police scientifique qui est capable de mener des enquêtes minutieuses. Voilà, ils vont le faire, il faut faire confiance. Et ce n'est pas à eux de venir nous dire qu'est-ce qu'il faudrait faire. Malheureusement, en fait, ce que je déplore aussi est que, disons-nous des choses en face, dans notre pays, notre police scientifique aussi n'est pas tellement équipée. Vous savez, ils n'ont pas des éléments. Parce que moi, je vois ailleurs, lorsqu'il y a de meurtres, lorsqu'il y a des choses du genre, la police scientifique a des outils qui peuvent le permettre à faire des enquêtes un peu plus approfondies. Vous voyez, on a parlé par exemple du GPS, du Lexus de M. Chéribin. On peut retracer à partir de là où était M. Chéribon Okenda pendant ces derniers instants, il a fréquenté. Et puis on peut solliciter aussi le réseau des télécommunications pour savoir un peu plus. Il avait appelé qui c'était qui. Donc on parle aussi, on peut retracer à l'aide de sa voiture. Effectivement, on peut retracer. Donc comme je vous ai dit, même son garde-corps aussi peuvent nous éclairer, hein, pour nous apporter beaucoup de choses concernant ces dossiers. Donc on fait confiance, cette fois-ci, on fait confiance à la justice. Comme je vous ai dit tout à l'heure, que la justice essaye de se surpasser. C'est ça aussi la grande question qui se pose aujourd'hui. Est-ce qu'avec notre justice qui est déplorée même par les chefs de l'État lui-même, est-ce que vous croyez que cette affaire va aboutir? Pour une fois que la justice nous prouve qu'elle est compétente. Pour une fois seulement qu'il nous prouve qu'elle est compétente. Et vous ne craignez pas qu'il y aura des maquillages politiques, vu qu'il est opposant, on peut même faire porter les chapeaux aux gens de l'opposition pour dire qu'il a été, la mort de Chéribon Okenda a été commandée par telle ou telle personne? Bon, à l'issue des enquêtes, nous en saurons plus. Voilà. D'accord. Comme on parle des enlèvements, cette fois-ci, parlons aussi de ce qui se passe ici à la ville de Kinshasa, du point de vue social. On a vu avec ces phénomènes d'enlèvement ces derniers temps, tout le monde a peur de prendre des taxis ici dans la ville profonde de Kinshasa. D'abord, d'une manière générale, comment analysez-vous ce qui se passe avec ces phénomènes d'enlèvement avant qu'on entre dans les questions de fond? Bon, en fait, c'est une déception pour nous tous de voir combien la ville de Kinshasa, combien il règne sur la ville de Kinshasa un climat de terreur. En tout cas, nous sommes dans la désolation. Bon, en fait, par rapport à ces phénomènes, je dirais que les responsabilités sont partagées. Vous voyez? Parce qu'avant, ce n'était pas comme ça. Nous, le Guinéen, on était habitués à se débrouiller et tout, mais ces genres de choses, on n'était pas habitués à vivre cela. Ça se passe ailleurs, mais aujourd'hui, là, ça nous arrive à nous. On doit se poser des questions pour savoir
d'où viennent ces problèmes, pourquoi ces phénomènes gagnent-ils du terrain à Kinshasa. Et par rapport à tant que Congolaise, et puis voilà, je suis analyste, je dois réfléchir pour savoir pourquoi nous en sommes là. Et j'ai compris que l'État a une petite part des responsabilités. Pourquoi? Parce que ces jeunes-là, ils sont désœuvrés. D'abord, ceux qui font ce genre de choses, ils vivent dans la pauvreté. Les chômages aussi, dans mon pays, on dit que les chômages, nous avons atteint presque le 50%, 60%. Il y a de jeunes, la majorité sont au chômage. Et comme ils sont oisifs, ils font rien. Qu'est-ce qu'ils décident? Ils décident de se livrer maintenant dans les antivaleurs. Vous voyez? Et moi, je pense que l'État, comme vous savez, les États-Unis s'est développé grâce à la main-d'œuvre. Vous savez, la République démocratique du Congo aussi, nous avons de jeunes. Donc, pourquoi nous ne pouvons pas exploiter ces potentiels que nous avons? Il faut créer des emplois. Et comment créer des emplois? Ce n'est pas la magie, hein, vous savez. Commençons d'abord par créer des centres de formation. Vous savez, tout le monde ne peut pas être bureaucrate parce qu'il y en a combien qui sortent de l'université et puis après ils font rien. Parce que parmi même les filles, en fait, les personnes qui kidnappaient certains de nos compatriotes, il y avait des universitaires pour dire que non, c'est les chômages. Donc, ils ont des diplômes, mais ils ne savent pas avec quoi en faire en fait. Qu'est-ce qu'il faut? Quand on crée des centres de formation, par exemple, je parle par exemple à la commune d'Ngalema, puisque j'habite à Ngalema. Vous ouvrez par exemple 5 centres de formation dans lequel il y aura peut-être de jeunes filles qui vont faire la coupe et couture. Donc on va les initier au métier. C'est pas que non, voilà, vous allez vous étudier pour changer un peu. Non, on vous initie à un métier. Vous faites la coupe et couture. Pour ceux-là qui vont la maçonnerie et tout. Donc, que le jeune, au sortir de là, ils arrivent, diplômés ou pas, à faire quelque chose de leurs 10 doigts. Ainsi donc, le taux de chômage va diminuer et ensuite, chacun sera occupé tellement à ce qu'il fait qu'il n'aura pas le temps d'aller faire n'importe quoi. Vous voyez? Et puis, je reviens encore, comme je dis, les responsabilités sont partagées à l'État et aux parents également. Il faut éduquer leurs enfants. Aujourd'hui, nous n'avons plus de valeur, on a perdu de valeur en fait. Les parents doivent mettre leurs enfants face à la responsabilité. Il faut les bien éduquer pour ne pas leur permettre de verser dans les antivaleurs. Oui, on manque, mais on ne peut pas faire n'importe quoi pour vivre. Et puis aux jeunes, je veux parler aussi aux jeunes, parce que la majorité aussi, ils ont de quoi. Certains ne manquent pas 100 dollars, 20 dollars, ils peuvent commencer un commerce avec ce qu'ils ont. Mais le goût du luxe, le fait de vouloir vivre au-dessus de ce moyen, et surtout avec, comme j'en ai parlé sur mes plateformes, avec la mondialisation, qui nous a apporté son lot de problèmes. Effectivement, un jeune, avec ces influenceurs, comme je dis influenceurs et influenceuses, qui font l'apologie du succès, de la réussite sans le moindre effort, tu vois. Et le jeune, quand il voit ça, il pense que non, comment en fait, ils se disent, mais comment ces personnes sont arrivées à acheter ceci, à avoir cela, alors qu'on le voit, ils font rien. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour arriver à nos fins? Il faut voler, il faut kidnapper, il faut faire ceci. Donc, les responsabilités sont partagées. Il faut qu'il y ait des conférences pour sensibiliser vraiment ces jeunes, afin de ne plus assister à ces genres de désolation. Voilà. Et puis, madame, vous avez suivi les procès et ce qui s'est passé par rapport à ces premiers lots de kidnappeurs. Avez-vous été satisfaite de l'évolution de ces procès jusqu'à la fin? Bon, ce qui est vrai, les coupables ont été arrêtés. Mais on ne devait pas se limiter là. Parce qu'il y a des commanditaires. Ces jeunes-là, parce qu'on dit certains, c'est la vente des organes qui est à la base de tous ces kidnappings et tout. Mais ces jeunes-là ne peuvent pas extraire les organes dans le corps humain parce qu'ils n'ont aucune connaissance. Sûrement, il y a de personnes derrière qui sont en train d'inciter ces jeunes à faire ce qu'ils sont en train de faire. Mais pourquoi pas appréhender ces gens? Pourquoi pas approfondir le dossier? Parce que là, ces gens ont été arrêtés, mais ça ne s'arrête pas là. Parce que c'est que les commanditaires vont encore former d'autres jeunes afin de faire la même chose. Effectivement. Donc, moi, je pense que l'État aurait dû aller plus loin dans les investigations, ok? Il aurait pu arrêter, en fait, derrière ces procès, moi je trouve que non, ça fallait pas que ça soit public, parce que certaines révélations, tu vois, n'allaient pas être faites d'une façon publique comme ça et tout, au risque de faire fuir certains commanditaires et tout, voilà. Donc,
de ce qu'on a arrêté, oui, mais le problème, ça ne va pas s'arrêter parce que la racine est là. La racine est là. Cette fois-ci, nous allons parler des élections. Vous connaissez, déjà, la CENI avait débuté avec le dépôt des candidatures. Ils ont prolongé des 7 jours, je crois, pour permettre à d'autres personnes de postuler. Vous croyez d'abord sincèrement qu'il y aura les élections? Monsieur Moïse, tous les signaux sont là pour nous dire que nous irons bel et bien aux élections. Nous avons nos cartes d'électeurs et pour le dépôt des candidatures, bien qu'on a repoussé des 7 jours, mais au moins ça nous prouve que non, les élections auront lieu dans ces pays. Moi je crois toujours, parce que jusque-là... Les élections, mais sans l'opposition, parce que la majorité de l'opposition, ils n'ont pas déposé les candidatures. Mais ils s'en prendront qu'à eux-mêmes, parce que les candidatures de personnes de l'opposition ne sont pas réfutées. C'est accepté auprès de la CENI. Mais si eux décident de se retirer, en tout cas, c'est à eux. Hein. Ils vont se plaindre tôt ou tard que non, voilà, on a triché, on a fait ceci, alors que eux, au lieu de venir pour montrer aussi au monde, montrer la face du monde que non, voilà, ils sont capables de renverser les pouvoirs Fachi, au lieu de ça, ils préfèrent jouer à la politique de la chaise vide, chose qui ne paye pas. Vous ne pensez pas que le président actuel peut se retrouver dans les pièges qui s'est retrouvé son prédécesseur après les élections de 2016? Moi, je pense que nous avons une CENI qui est différente du CENI du temps de Kabila. Personnellement, ça c'est ce que moi je pense. Et je pense que les élections seront transparentes. Les gens de l'opposition, ils sont à bout des stratégies en fait. Voilà pourquoi ils sont en train de chercher des boucs émissaires pour se retirer. Mais sinon, la CENI est là pour réceptionner toutes les candidatures. C'est à elle de venir. Vous avez un point de vue à émettre par rapport à ce qui est demandé aujourd'hui, les dialogues ouvertement par certains ténors de l'opposition qui demandent clairement un dialogue entre eux et puis les pouvoirs en place. Il y a dialogue lorsqu'il y a un conflit. Mais jusque-là, je ne vois pas le conflit. On a dit d'aller aux élections. Le président Fachi est prêt à aller aux élections. Mais les opposants ont posé des préalables même à la CENI. On a parlé du fichier électoral, on devait éditer les fichiers électoraux, chose qui n'est pas faite jusqu'à preuve du contraire. Ça, ce sont des boucs émissaires, monsieur le journaliste. Comme vous savez, c'est comme on a assisté en 2018 avec monsieur Fayulu, où il a appelé le peuple au boycott de la machine à voter, mais à quelques heures d'aller aux urnes, il revient sur sa décision. Est-ce que la situation avait changé? Non. Venez affronter, c'est ça. Moi je pense que ce sont de faux fouillants, ce sont de boucs émissaires, ils ne sont pas prêts. L'opposition n'est pas prête à affronter les urnes, ça c'est clair. C'est clair, et vous personnellement, vous croyez à la réélection du président de la République? Si oui, avec quel bilan? Ben oui, je crois à sa réélection. Avec quel bilan? Tout n'est pas rose, vous savez, monsieur Moïse, tout n'est pas rose. Et puis, un président ne peut pas finir tous les problèmes des Congolais. C'est une succession. Kabila fait ce qu'il avait à faire, Fachi aussi, et c'est lui qui viendra va porter aussi sa pierre. Mais seulement avec quelques avancées que nous avons eues. Moi, je t'ai toujours dit, la gratuité de l'enseignement, ce n'est pas une victoire. Aujourd'hui, vous avez parlé des investisseurs. Aujourd'hui, il y a l'arrivée de Mercedes. Quelques jeunes ont déjà eu de l'emploi grâce à ça. Et les routes qui sont reliées. Aujourd'hui, les habitants de Bumbu, Makala, rond-point là-bas, ils te diront autre chose. Pourquoi? Parce qu'ils ont une route. Il y a des routes secondaires qui sont créées, qui relient directement Bumbu à là-bas. Donc voilà. Voilà, peut-être une dernière question. Si aujourd'hui on vous demandait la très grande réussite du président Félix-Antoine Tshisekedi, c'est quoi? Et puis les domaines où il a pratiquement échoué, c'est quoi selon vous? Bon, sa plus grande réussite, c'est la gratuité de l'enseignement. Sa plus grand échec, par exemple? Je ne peux pas parler d'échec. Il fait du mieux. Vous pensez que les social aujourd'hui est mieux par rapport à l'époque de Joseph Kabila? Non, pas les social, effectivement, le social est catastrophique. Mais c'est un problème qui est mondial. Si vous suivez des infos ailleurs, sous d'autres cieux, c'est encore pire. En France, je vois même aux États-Unis. Donc la vie est devenue de plus en plus chère. Et ceci n'est pas c'est la conséquence aussi du Covid qu'on a eu et puis de la guerre à l'Ukraine. Tu vois,
Donc, donc ce sont des choses qui ont des conséquences sur l'économie du monde. Donc, la RDC n'est pas indexée, il n'est pas mis à part. Il est aussi parmi les pays qui subissent, en fait. Voilà. Mais le président est en train de travailler. Ce n'est pas une raison pour nous de dire que voilà, comme c'est un problème mondial, nous allons croiser les bras et tout. Non. Il est en train, donc le gouvernement est en train de mettre le budget double pour pouvoir remédier à ces problèmes. Remédier à ces problèmes, votre dernier mot pour aujourd'hui. Je vous remercie d'abord pour votre invitation et puis je veux dire au peuple congolais, face à ce qui se passe, surtout face au kidnapping, je les appelle jusque-là à user de la prudence. Donc que chacun essaye de se discipliner. Pas des sorties inutiles. Et il faut aussi veiller à ce que nos enfants, là où ils sont et tout, soient en sécurité. Donc voilà ce que je peux dire au peuple congolais. Voilà, je ne peux que souhaiter le meilleur pour l'avenir parce que je sais que nous allons vers un monde meilleur. Voilà. Merci Madame. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ces faits d'actu spécial avec Madame Jovi. Merci de nous avoir suivis et nous allons nous retrouver dans notre chaîne YouTube Faits d'actu TV pour d'autres émissions. Au revoir.